Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Sauvé pour discuter de défense et de sécurité. Alors, bref présentation, Monsieur Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes, consultant en renseignement, sécurité et défense. Monsieur Sauvé, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à toi. Merci. Alors, peut-être un petit préambule avant qu'on se lance dans la discussion. On constate qu'il y a quand même un fossé entre les civils et les militaires. Que les civils comprennent souvent mal la réalité des militaires, leurs contraintes, leur culture, leurs dilemmes. Qu'est-ce qui vous motive personnellement à sortir un peu de votre réserve, là, ou la réserve qui caractérise souvent les anciens militaires, puis à prendre parole publiquement sur les enjeux de défense et de Bon. sécurité? Moi, j'ai toujours été très politisé, OK? Depuis mon jeune enfance. Mon père, ma jeune enfance, mon père était maire d'une petite ville, fait que je m'intéresse à la politique. Mais quand tu es en uniforme, tu as un devoir de réserve, comme tu as mentionné. Tu sais. On ne va Mhm. pas se prononcer sur le gouvernement, on fait attention à ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Fait que tout ça a combiné avec le fait qu'en sortant des forces, j'ai comme repris un peu la parole que j'avais avant. Mhm. Puis il y a aussi le fait que je trouve qu'au Canada, les généraux ou les anciens hauts gradés ne prennent pas assez de la parole. J'ai travaillé 3 ans aux États-Unis, puis j'ai trouvé que les anciens généraux, souvent, ils allaient amener leur point de vue dans les médias par rapport à ce qui se passe au niveau de défense, au niveau militaire. Puis au Canada, mon regret, c'est que les généraux, il n'y en a pas très, très peu, puis je peux les compter sur les doigts d'une main, là. Ceux qui vont aller prendre la parole, écrire dans le Globe and Mail, aller à Radio-Canada, à CTV, pour dire que le gouvernement a peut-être fait fausse route ou que le militaire est mal employé ou qu'on ne voit pas les menaces. Fait que je me suis dit, j'étais peut-être pas un haut gradé, mais j'ai des idées, fait que je veux les amener. Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire, faire de la radio, faire des podcasts. Puis là, ça comme, avec la situation qui se passe en ce moment, ben, j'ai été plus en demande dans la dernière année, là. Oui, ben nous, on salue, hein, on salue les prises de parole. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, puis que, justement, ça permet aux civils aussi de mieux comprendre Mhm. la réalité des militaires. Quand on parle de défense aujourd'hui, de quoi on parle réellement? Parce qu'on le sait que ça a quand même évolué grandement. Est-ce qu'on parle encore tu sais, beaucoup d'armées conventionnelles ou d'un ensemble beaucoup plus large, Ouais. par exemple, pour inclure peut-être la dissuasion, la cybersécurité, le renseignement, la Ouais. protection des infrastructures critiques, qu'on le sait, sont peut-être un peu plus fragiles ou menacées. Donc, de quoi on parle finalement quand on Ouais, parle de ben, défense? les menaces sont multiples. Tu sais, la défense nationale, dans le fond, a un rôle de défense conventionnelle avec l'armement, tu sais, l'armée, l'aviation, la marine. Mais de plus en plus, comme la Russie, la Chine, l'Iran, fait de la guerre cognitive. Tu sais, dans le fond, s'attaque à notre manière de penser, s'attaque à notre manière de vivre, essaie de briser l'OTAN. Fait que la défense, ça englobe plus que l'armée, que la défense nationale. Mhm. Comme la Défense nationale a le Centre de sécurité des télécommunications, mettons, qui protège nos infrastructures. Puis on veut éventuellement aussi avoir une capacité offensive cybernétique, c'est-à-dire être capable d'affecter l'ennemi. Moi, j'étais dans le renseignement. Tu sais, le renseignement, dans le fond, c'est la première ligne de défense, de dire, essayer de voir la menace qui s'en vient. Il y a les policiers aussi sont importants dans la défense du pays. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est le bras armé de l'État. Fait que quand on parle de défense aujourd'hui, c'est beaucoup plus que juste un ministère. Tu sais, ça englobe différents ministères. Moi, tu sais, je demeure à Ottawa, je demeure à Gatineau. La communauté de renseignement, la communauté de défense, c'est beaucoup plus large là, que juste la défense nationale. Mhm. On a parlé brièvement, mais quelles sont aujourd'hui les menaces les plus crédibles ou en fait les plus prégnantes, là, celles qu'on devrait le prendre le plus au sérieux pour un pays comme le Canada? Là, on parle de peut-être cyberattaque, sabotage, ingérence Ouais. étrangère ou même la criminalité transnationale. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire face à ces menaces? Ben, c'est sûr que tu en as mentionné plusieurs, puis traditionnellement, tu sais, la Russie, la Chine, des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, c'est nos ennemis principaux. Mais il y a des menaces aussi, menaces cybernétiques, dans le fond, toute la sécurité de nos communications. Mais il y a aussi des menaces qui sont plus diffuses. Quand je parlais de guerre cognitive, là, aujourd'hui, TikTok, Facebook, Instagram, on est bombardé de propagande, de désinformation de nos ennemis. Puis, ce qui est particulier de la guerre cognitive, c'est que c'est pas juste de la propagande de dire on va vous faire croire à telle chose, c'est de nous faire penser différemment. Dans le fond, ils essaient d'influencer notre manière de penser, tu sais. Mhm. Puis,
C'est drôle parce qu'en ce moment, ce matin, on parle beaucoup du Groenland puis du Canada. Puis la menace, dans les dernières semaines, dans les dernières années, a changé aussi. Ce matin, dans le Globe and Mail, il y avait un article comme de quoi la Défense nationale avait des plans, un plan préliminaire pour une menace américaine. Fait que c'est surréaliste, mais c'est pour montrer que les menaces peuvent venir de partout, même des endroits où on ne pensait pas avant. Mm. Est-ce qu'on est prêt? Traditionnellement, on a toujours été une petite armée. Puis là, l'armée, je le divise en l'armée de terre, l'aviation, la marine. On a une armée de terre qui est un peu plus grande parce qu'on faisait des missions comme, mettons, l'Afghanistan, où on se déployait, ou la Bosnie. Mais logiquement, pour un territoire comme le nôtre, ça prendrait une marine beaucoup plus importante. On a deux côtes, on a l'Arctique au complet, on a un vaste territoire. Fait que je pense que la défense est en train de se réajuster à ça. Puis aussi, ce qui est particulier, c'est qu'on a été complètement dépendant des Américains pendant des années. On était complètement intégrés. Dans le fond, l'intégration, ça passe par trois niveaux. Ça passe par l'intégration avec les Américains en premier, les Five Eyes en deuxième. Puis là, les Five Eyes, on parle les Américains encore, mais l'Angleterre, l'Australie, Nouvelle-Zélande et nous. Puis en dernier, l'OTAN. Puis là, tout ça, c'est en train d'être rebrassé aujourd'hui Mm. parce que notre marine, par exemple, est complètement dépendante des Américains. La marine, les frégates qu'on a ne sont pas faites pour opérer de façon autonome. Il faut qu'ils travaillent avec dans le fond, un appareil américain. Si ça s'est remis en question, c'est tous les besoins de la défense qui sont remis en question. Euh, si on a une capacité, mais qui dépend d'un autre pays, il faut maintenant qu'on ait une capacité autonome. Fait que je sais très bien, pertinemment, qu'à Ottawa, au niveau politique et au niveau militaire, on est en train de remettre en question toutes les hypothèses de base sur lesquelles on travaillait. Est-ce qu'on est prêt? Je sais que la chef de la défense, chef d'état-major de défense, a dit en entrevue il y a quelques semaines qu'on était prêt. Faudrait définir prêt pourquoi. Mhm. Est-ce qu'on est prêt à aller, mettons, supporter un pays balte s'il y avait des problèmes ou la Pologne? On peut envoyer un certain contingent. Est-ce qu'on est prêt à défendre le Canada contre une invasion massive? Certainement pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis si ça vient des Américains, je veux dire, les estimer, on peut survivre peut-être 2 à 4 jours avant. Mm. Avant, par contre, de tomber dans une guerre non conventionnelle, où ce que là, l'article du Globe and Mail parlait d'une guerre asymétrique, dans le fond, ça serait des frappes de bombes artisanales, des raids, des embuscades, mais en termes conventionnels, on n'est pas prêt à faire face à une attaque massive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis il y a un gros chantier finalement ben là, surtout sur la marine, mais je veux dire, un gros chantier, puis on n'a même pas parlé de cyberattaque, mais je veux dire, j'imagine qu'il faut aussi créer quasiment des divisions de toutes pièces, là. C'est toutes nos capacités. Premièrement, on manque de personnel. Pour ça, j'ai écrit souvent dans la presse là-dessus. Au niveau de recrutement, il nous manque 13 000 à 14 000 personnes, selon les estimés. Mais là, ce qui arrive dans la défense, où j'ai été longtemps officier, c'est le niveau de tâche, il baisse jamais. Là, OK? On fait autant ou sinon plus avec moins. Ça amène à quoi? Ça amène à des burn-out, ça amène à des gens qui sont fatigués, ça amène à des gens qui quittent, puis le problème ne fait juste qu'empirer. Moi, c'est particulier parce que je suis consultant pour la défense. Fait que, c'est un peu comique, mais c'est un bon moment pour moi parce qu'ils ont besoin de gens qui n'ont pas à former, qui vont travailler. Mais idéalement, ça prend des professionnels qui sont rentrés, qui ont été recrutés. Là, le recrutement, c'est un autre problème, Oui, mais on va y on veut revenir revenir, d'ailleurs. mais Ouais. c'est ça. Mais qui sont entraînés aussi, puis qui sont prêts, puis on ne forme pas des soldats du jour au lendemain. Je sais qu'on va parler du plan de la chef d'état-major Oui, de 400 000 personnes. Là. oui. Moi, quand j'ai eu un cours de premiers soins de, mettons, une journée, là, après 2, 3 ans, je me sens pas vraiment à l'aise à donner les premiers soins à une personne, encore moins traiter un gros problème. Fait que des fois, c'est peut-être mettre un petit Oui, on y reviendra, sparadrap assurément. sur le problème. Euh, donc, puis ma dernière question sur les menaces Mhm. réelles et tout ça, ce serait, est-ce qu'il y a un décalage médiatique et politique là, entre les menaces réelles puis celles qui occupent l'espace médiatique, politique, celles sur lesquelles on insiste? Est-ce qu'il y a comme pas un décalage, là? Ben, je ne sais pas s'il y a une très bonne compréhension des menaces auxquelles on fait Mm, face. mm, En ce moment, comme Carney est allé en Chine, puis là, il y en a qui ont peur que les Chinois, ça devienne un problème et tout. Je te dirais que les spécialistes, depuis des années, comme ont identifié les mêmes menaces que tu as mentionnées tantôt.
Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, ça fait partie des menaces. Menaces cybernétiques, des menaces économiques. Tout ça, c'est assez standard, mais avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, on est obligé de réévaluer des choses qui étaient prises pour acquises depuis Mm, longtemps. mhm. Puis c'est pour ça que des plans comme 400 000 réservistes, on ne sait plus. Est-ce que c'est pour contrer la Chine qui va débarquer en Arctique, les Russes qui vont débarquer? Est-ce que c'est pour contrer une invasion qui vient du Sud? Euh, Quand on fait l'évaluation de nos besoins, c'est-à-dire nos besoins en équipement ou en personnel, tout ça devrait partir d'une menace. Tu sais, si un pays n'a aucune menace, complètement isolé, pourquoi se doter d'une armée? Tu sais? Mais un pays comme, mettons, la Finlande, qui est limitrophe avec la Russie, eux, ils ont tu sais, pratiquement 1 million de personnes prêtes à activer du jour au lendemain parce qu'il y a une menace claire et nette. Même chose pour les pays baltes, même chose pour la Pologne. Après ça, quand tu t'éloignes de la Russie, ben là, il y en a qui prennent la menace un peu moins au sérieux. Puis nous, tu sais, quand même, malgré tout ce qu'on dit, on est quand même protégé par 3 océans. Mm. Puis une énorme distance avant d'arriver chez nous. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, on sent qu'on la dynamique est en train de changer, en partie à cause de la question de l'Arctique. Oui. Bon, c'est sûr que quand c'était tout gelé, on avait peut-être Mhm. moins à s'en préoccuper. Mais là, cette question-là vient davantage dans nos préoccupations en termes de menaces. Là. Bien, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on agit Oui, beaucoup? C'est différent. c'est ça. C'est comme, justement, il y a des spécialistes qui disent qu'il faudrait se préoccuper de l'Arctique. Mais ça fait quand même assez longtemps qu'on dit ça. Puis est-ce qu'il y a vraiment des investissements massifs? Peut-être pas autant. Tu sais. Là, Kearney est allé chercher un radar qui est produit en Australie pour regarder l'Arctique. Il y a le NORAD, tu sais, notre intégration avec les Américains qui s'occupent de l'Arctique. Mais là, le réchauffement se fait rapidement. Le passage du Nord-Ouest va s'ouvrir. Les Inuits demandent de l'aide. Il y a des ressources naturelles dans le sol à exploiter. Il y a un potentiel énorme. Puis quand il y a un potentiel énorme, ben, ça veut dire que les ennemis voient aussi un potentiel énorme. Mm. Fait que les Russes, tu sais, la Chine s'est déclarée puissance semi-arctique. Mais si on avait un globe terrestre, on verrait qu'ils sont même pas proches. Puis ils développent des capacités. Ils font des entraînements conjoints avec la Russie. Fait que tout ça, nous, on se doit, tu sais, de développer des brises-glaces, développer des bases, mais aussi occuper le territoire, tu sais. En ce moment, avec la chicane sur le Groenland, les Européens ont envoyé des forces au Groenland. Là, les gens vont se dire, ouais, mais 13 Allemands, 10 Français, c'est rien. Oui, mais c'est un message qu'on passe. Puis c'est la même chose pour le Canada. Le Canada, c'est énorme, là. Je veux dire, quand on prend un globe terrestre, c'est incroyable comment c'est grand. Si on ne l'occupe pas, c'est facile pour une autre puissance d'arriver parce qu'il y a quand même des navires chinois qui passent par là. Il y a des Américains qui ne reconnaissent pas le passage du Nord-Ouest. On peut se retrouver un jour avec une présence qui est là, qu'on n'a pas autorisée, qu'on n'a pas demandé, puis qu'on n'a aucun moyen de déloger, à moins de tomber dans un conflit armé. Mm. Fait que c'est occuper notre territoire, c'est une manière de prévenir cette chose-là qui pourrait arriver. Mm. Mais on n'est pas encore tout à fait là, si je comprends On bien. n'est pas tout à fait là, mais on pense à ça parce que euh, je l'écoutais hier un reportage, ça disait il faut se prémunir contre l'aide. OK? Si un pays voulait venir nous aider, mettons les Américains voulaient dire je vois que vous avez un problème avec le fentanyl, je vois que vous avez un problème avec les Russes, on va venir vous aider. Ça veut dire qu'on fait traverser des forces d'un autre pays chez nous. Tu sais, moi, quand j'étais dans l'armée, là, comme jeune lieutenant, ça fait une vingtaine d'années, là, je voulais aller faire un exercice aux États-Unis avec mon peloton de 30 personnes. Ça prend un niveau bureaucratique extrêmement élevé pour faire traverser 30 personnes avec des armes. Mm. C'est pas rien de dire à un autre pays, vous venez sur notre territoire pour nous aider. Fait que si les Américains voient un problème, mettons, quand il y a eu les Olympiques en 2010 à Vancouver, ou mettons qu'il y aurait une menace vraiment réelle, les Américains pourraient dire, on va venir vous aider. Mais il faut qu'on se prémunisse contre ça puis dire, non, on est capable de gérer ça. Merci beaucoup, mais rester de l'autre côté de la frontière. Mm. Parce que ça, c'est un scénario probable d'invasion, dans le fond, qui s'est déjà vu dans le passé. Mais pour ça, encore faut-il être capable. Il faut avoir les Donc, capacités, c'est parce que ça. si on n'a pas les capacités, on ne pourra pas dire non à l'aide. Puis là, l'aide va peut-être rester plus longtemps qu'on voudrait. Mm. C'est Mhm. un scénario qui est assez plausible quand Oui, même. oui, tout à fait. Ouais. Bon, on est dans un monde qui est en mutation rapide. Ouais. Certains parlent même d'un nouvel ordre mondial.
comment évaluez-vous là, la posture stratégique du Canada, à la fois en termes de, on l'a évoqué un peu, mais de Ouais. dépendance aux États-Unis, de capacité réelle à assurer sa propre sécurité? Puis j'ajouterais peut-être aussi là, l'espèce de revirement stratégique de vouloir peut-être faire de la Chine un partenaire stratégique dans Ouais. tout ça. Donc, je sais que c'est vaste, là, Ben, mais... non, mais j'aime bien la question parce que, dans le fond, moi, de la manière que je le vois, c'est qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier depuis au moins 1945, sinon pas avant. Puis là, ben, il y en a qui en profitent pour casser des œufs, tu sais. Euh, il faut qu'on diversifie nos partenariats, il faut qu'on diversifie nos partenaires économiques. Puis, logiquement, la deuxième plus grande puissance économique, c'est la Chine, avec tous les risques qui viennent avec. Fait que quand j'ai vu Carney qui a décidé d'aller en Chine, quand ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas un premier ministre qui était allé, tu sais, j'ai confiance que l'homme connaît bien la situation économique, connaît bien les enjeux politiques, puis il ne va pas tomber dans un guet-apens. Parce que la Chine, eux aussi, veulent avoir accès à notre territoire. Fait que dans le fond, c'est un peu de. Justement, on a vu qu'on avait tous nos œufs dans le même panier. Fait que là, il faut en être avec d'autres partenaires. L'Europe est un partenaire logique, mais la Chine est un partenaire économique très intéressant. Fait que, tu sais, il est allé pour le canola. Je pense que 80 de nos exportations du canola allaient en Chine auparavant. Fait que, Pour le canola. pour le canola, qui est une ressource importante. Fait que, en contrepartie, la Chine demande aussi accès à notre territoire, accès à notre marché. Fait que là, la Chine a demandé, dans le fond, ils ont négocié 49 000 véhicules électriques. 49 000 véhicules électriques, j'ai fait le calcul sur le parc, automobile aujourd'hui, qui est 28 millions, c'est 0,001 Là, on dit c'est 3 des futurs achats. C'est quand même pas énorme. Il faut quand même faire attention que ça ne prenne pas plus de place par la suite, parce que y a un impact économique. Il y a un impact aussi qui est moins connu de sécurité. Tu sais. Nos téléphones nous écoutent constamment. Hein. Tout ce qu'on met sur Internet est utilisé, mais aussi, tu sais, je soupçonne, puis probablement que c'est vrai, que nos téléphones nous écoutent même quand on ne le demande pas. Les voitures électriques chinoises, j'espère que le gouvernement ne va pas en acheter, tu sais, parce que toutes les données qui vont être sorties de la voiture vont être envoyées ailleurs, comme avec Huawei. Est-ce que c'est nécessairement inquiétant pour le consommateur moyen? Probablement pas, dans le sens que il y a une bonne voiture. Tu sais, j'arrive ici, je suis arrivé en taxi avec une Tesla modèle, je sais pas quoi. Je me dis, tu sais, s'il y avait une voiture, l'équivalent chinoise qui coûte la moitié, il y en a qui vont être intéressés. Aujourd'hui, on sait que nos données vont n'importe où, parce qu'ils vont déjà à Amazon puis d'autres endroits. Est-ce que ça dérange le citoyen moyen que ces données aillent en Chine quand il parle de sa vie de tous les jours? Je pense pas. Tu sais. La menace n'est pas si grande que ça, mais il faut faire attention que ce n'est pas une première étape vers une plus grande intégration avec la Chine, parce que la Chine demeure notre ennemi. Mais d'ailleurs, c'est ça, on est passé de, je pense que Mélanie Joly nous parlait de la Chine comme pire ennemi il n'y a pas si longtemps. Là, c'est quand même un revirement de situation qui est quand même total, dans le sens où là, on parle de partenaires stratégiques. Puis au moment où la NSS là, 2025 aux Oui, oui, États-Unis oui. semble vouloir vraiment limiter l'ingérence chinoise qui est quand même avérée, je pense, au Canada. Ouais. Tu sais, on a eu le rapport de la Il y a eu de commission l'ingérence dans Hobbs. les élections, etc. Oui, ça, c'est certain. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être là, ou peut-être aussi que c'est un jeu du gouvernement Carney de dire, ben là, on va montrer qu'on est capable de faire Ouais. ça d'un côté. Mais c'est un message adressé à Washington. Puis il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de la réaction immédiate de Trump. Puis quand Trump l'a appris, il a dit que c'était pas une mauvaise chose qu'il fasse un deal avec les Chinois. Fait qu'on l'a un peu échappé d'elle sur la première réaction. Oui. Ça ne veut pas dire que dans 2, 3 jours, Trump va pas revenir et dire ce que Carney a fait, c'était pas bien et tout. Ouais. Mais tu sais, avec Trump, là, puis je sais pas Ouais. je pense pas qu'on va casser Non. là-dessus, mais on deal avec un bully, OK? Puis avec un bully, tout ce qu'il comprend, c'est la force. Fait que si on se met à plat ventre à chacun, puis on dit, je m'excuse, je serais pas ci, je serais pas ça, il gonne constamment. Fait qu'il faut, des fois, dire, t'es pas tout seul. J'ai un autre partenaire économique. En même temps, il y a de l'imprévisibilité, hein, c'est ça. Il peut nous Totalement. dire une chose un jour, puis... Quand on me demande, pensez-vous que les Américains vont faire ça? J'ai dit, je sais même pas si Trump le sait, C'est ça. qu'est-ce qu'il va faire dans 6 heures. Très difficile de jouer les analystes. ça. Là, on l'a quand même mentionné, mais le Canada, on le dit souvent, a bénéficié là, du parapluie stratégique américain.
un peu gratuit, dans le sens où on était un peu à la remorque, puis on peinait à atteindre les cibles de financement, finalement, Oui, imposées par l'OTAN, je pense, qui oui, était d'abord à complètement. 2 Là, on s'engage. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris par Carney, Mhm. d'atteindre même 5 Oui, puis aussi, je dirais, un engagement peut-être pas formel, mais quand même un engagement pour le projet de dôme. le Golden Dome, Et le Dôme voilà. doré de Trump. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est vrai qu'on a comme eu, en anglais, une free ride un peu pendant longtemps? Oui. Puis, est-ce que vous voyez d'un bon œil les concessions, si on veut, qui ont été faites récemment? On n'a pas été un bon partenaire. Ça, il n'y a Mm. aucun doute là-dessus. L'exemple que je donne tout le temps, c'est, mettons qu'on est un groupe d'amis, puis on va au restaurant, puis on partage la facture. Bien, quand c'est au tour du Canada, quand c'est le tour d'avoir la facture, le Canada dit ah, je vais aller dans la salle de bain quelques minutes, je vais revenir, puis la facture a été payée. Tu sais. Mm. C'est un peu qu'est-ce que le Canada a été malheureusement dans les dernières années. Puis c'est un peu le reproche que les Américains nous font, c'est qu'on n'était pas là à la table quand on a le temps de payer. Mm. Euh, Trump a mis beaucoup de pression. On a passé à 2 à 5 puis là, 5 il y a un peu de la comptabilité, c'est-à-dire que 3,5 avec les forces, puis 1,5 avec la garde-côte, puis d'autres capacités. Mais Trump a mis une pression, puis tous les pays de l'OTAN ont dit oui. Là, l'OTAN, c'est 32 pays. Carney aurait été très mal vu de dire non, non, nous, on va rester à 2, 2,5. Par contre, encore une fois, Carney, quand même une bonne stratégie, c'est qu'il a échelonné son 5 jusqu'en 2029, je crois, qui est à la fin du mandat de Mm. Trump. Mhm. Fait que dans le fond, on peut toujours réévaluer par la suite parce que tout le monde sait que c'était ça, la pression venait de lui. Mais est-ce qu'on a été un bon partenaire pendant des années? Non, on n'a pas assez payé, on n'a pas assez contribué. On s'est complètement imbriqué dans le domaine américain en disant qu'on allait travailler avec eux. Euh, on s'est mis dans une position vulnérable. Moi, c'est mon plus gros reproche. Les Américains n'avaient pas à exploiter cette position vulnérable-là, mais Trump a décidé de le faire. Puis là, on se retrouve à dire aux Canadiens, on n'a pas les capacités pour se défendre, on est trop intégré. Au niveau des communications, là, des systèmes, des réseaux, il y en a que c'est carrément des réseaux qui sont avec les Américains. On est complètement imbriqués. On ne peut même pas avoir un réseau purement canadien pour partager de l'information. On en a, là, je ne vais pas faire dire qu'on n'en a pas, mais c'est-à-dire qu'on est tellement intégré que si un ami qui est très, très fort se retourne contre nous, on se retrouve dans une situation où on est mal pris. Mm. D'où le mouvement politique de dire on va faire des voyages vers l'Est, on va aller en Europe, on va aller ailleurs, on va trouver d'autres partenaires. Là, il y a les F-35, tu sais. Les F-35, la Suède nous offre les Gripen, là, un autre avion qui est peut-être un peu moins bien performant, mais qui est encore une fois pas un avion américain. Mm. Fait que tout ça doit être pris en considération. Tout ce qu'on prenait pour acquis avant, il faut maintenant le réévaluer complètement. Puis c'est quand même un peu ironique parce que là, vous parlez de Trump qui exploite notre faiblesse, si on Oui. veut, mais en même temps, c'est lui qui nous force aussi à mettre l'argent qu'il faut. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu Oui. Non, ben, il y a beaucoup de troublant. contradictions. Oui, c'est ça. Tu as raison. Il y a beaucoup de contradictions. Il dit qu'il faut qu'on monte à 5 mais en même temps, il va exploiter notre faiblesse. Tu sais. Mm. Mais Trump n'en est pas à ses premières Non, c'est contradictions ça. non plus. Puis, par ailleurs, là, on parle du Canada, mais c'est le même scénario dans le Mhm. rapport avec l'Europe aussi, si Ouais. je me trompe Mais en pas. Europe, il y a beaucoup de pays aussi qui, depuis longtemps, disent aux autres pays commencez à monter votre jeu. Tu sais, moi, j'ai enseigné aux forces spéciales de l'OTAN en Europe, 32 pays. Puis les Polonais, là, ça fait au moins 8 ans qu'ils me disent on est en guerre contre la Russie. Là. C'est pas hypothétique. On est déjà en guerre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils nous envahissent. Les pays baltes aussi. Mais comme j'ai dit, plus on est éloigné, On plus a le luxe on a le d'être dans le luxe. confort. Exactement. Ouais. Mais si on regarde, j'ai pris la carte là, si mettons que la Russie prend l'Ukraine jusqu'à l'ouest, puis entre l'Ukraine, le point le plus à l'ouest, puis la France, il y a 1000 kilomètres. C'est quand même pas long, là. 1000 kilomètres, ça se fait assez rapidement, tu sais. Fait que ces pays-là sentent une menace. Nous, on a un océan plus loin. Fait qu'on a toujours eu le loisir de dire on aura le temps de voir venir, tu sais, s'il y a un problème. Ouais, tout le monde qui a déjà joué à risque sait bien que l'Amérique du Nord, c'est quand même Le jeu de spécial. risque, Oui, c'est ça ça. sera beaucoup parce que le Groenland était utilisé dans le risque aussi. Oui, tout à fait. Êtes-vous d'accord, là, on l'a un peu mentionné, mais le sous-financement chronique, dans le fond, de la défense au Canada,
êtes-vous d'accord pour dire que notre matériel il est comme vieillissant puis que nos capacités sont limitées par ce Ouais, sous-financement-là? Dans le fond, concrètement, au niveau ouais. des forces armées, comment ce sous-financement-là se Ben, reflète? le problème de l'acquisition dans les forces canadiennes, parce que c'est un problème beaucoup plus large, c'est que c'est extrêmement long entre le moment où tu identifies un besoin puis tu reçois une pièce d'équipement. Puis là, on Mm. parle de 7 à 8 ans. Oh, wow. Parce que c'est basé sur des grosses pièces d'équipement comme des gros navires, des gros chars d'assaut, des avions. Mais là, on parle de la moindre petite chose, même jusqu'à des logiciels. On s'entend que les logiciels aujourd'hui, tu as la version 1.0, puis la version 1.5 est déjà en production. Là. Mm. Fait que le problème est à long terme, c'est que là, on identifie un besoin. Mettons qu'on veut un nouveau véhicule. OK, c'est l'armée de terre que je connais bien. On veut un nouveau véhicule, on va l'identifier. Par le temps qu'on le reçoit, il va être déjà obsolète, il va être déjà Mm. dépassé. Mm. Fait qu'on on a un problème d'acquisition à cause de ce que le Conseil du Trésor impose comme règle, mais aussi à cause des règles internes à la défense qu'on s'est imposées. Fait que le Conseil du Trésor va dire voici les étapes pour un projet. Ben, nous, entre les étapes, on va en rajouter un général, un tel, faut qu'il mette son grain de sel, un autre board et tout. Et là, ces boards-là deal avec des millions. Puis moi, je suis allé à des boards comme ça. Puis mettons que tu as un projet que tu es solide et tout. Puis là, il y a une question qui arrive que tu as de la misère à répondre. Là, avant que tu repasses au board, ça peut être un autre 6 mois d'attente. Tu sais. Fait que tous ces processus-là font en sorte qu'on n'a aucune agilité. Mm. Puis les seuls moments où on peut acheter des choses rapidement, c'est en temps de guerre. Mettons, pendant l'Afghanistan, on avait le droit de dire il y a des gens qui sont en danger euh, outre-mer, donc ça nous prend quelque chose. Puis là, ça enlevait un peu d'étapes bureaucratiques ou de réglementation. Forcément, OK. oui, il fallait, parce que là, c'était des gens, mettons, on a un véhicule qui est pas, le blindage n'est pas acceptable, on ne va pas commencer à attendre 8 ans, il faut en envoyer un autre. Fait qu'il y a une voie rapide, mais cette voie rapide-là, on l'évite parce que quand on achète quelque chose, on veut que ça fonctionne à long terme. On ne veut pas se tromper puis dire aux Canadiens, on a dépensé des millions pour un véhicule qui n'était pas bon finalement. Puis c'est logique, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, c'est que notre cycle est tellement lent qu'on se retrouve avec l'équipement qui est vieillot, Qui est justement. neuf, mais déjà plus Et bon. neuf, écoute, Ouais. c'est arrivé que des. C'est anecdotique, là, mais que des compagnies nous disent j'aurais pu te donner telle version du logiciel qui est plus avancée, mais dans tes demandes, je vais te donner une version plus vieille parce que ouais, les demandes ont été faites comme 5 6 ans avant. Tu sais. Puis Ouais. avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, là, moi j'ai travaillé dans la biométrie qui est tu sais, les empreintes digitales, l'iris, la reconnaissance faciale. Quand je disais aux compagnies, qu'est-ce que vous allez sortir dans 2 ans, ils disaient, je sais pas. Je- je- c'est- 2 ans, c'est comme une éternité Ouais. pour nous. Là, avec, tu sais, la technologie évolue tellement vite. Puis moi, il fallait que j'écrive des besoins dans 5 6 ans. Tu sais. Fait que c'était impossible. Ouais. Tout ça est un peu décourageant. Mm. Euh, Là, on a brièvement abordé le sujet, mais sur la question des critiques récurrentes qui visent le Canada là, quant à la défense de l'Arctique, l'ingérence étrangère, l'activité criminelle, vous avez mentionné les Five Eyes tout à l'heure, Ouais. puis il a circulé des rumeurs comme quoi le Canada pouvait peut-être même se faire montrer la porte des Five Eyes. Que pensez-vous de ces rumeurs? Sont-elles fondées? Ça, ce serait catastrophique, premièrement. Moi, Hmm. dans le renseignement, j'ai travaillé dans les Five Eyes toute ma vie. J'ai été 3 ans à Washington avec l'Agence de renseignement de défense, avec les Five Eyes. Fait que le bureau à côté, c'était des Australiens, des Britanniques, puis il y avait un Néo-Zélandais même qui était là. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le petit partenaire. D'ailleurs, eux ont été sortis des Five Eyes pendant quelques années parce que la Nouvelle-Zélande a refusé, je pense, des sous-marins nucléaires, puis ils ont été mis de côté pendant. Mais sont revenus. Ils contribuent très peu, mais ils obtiennent beaucoup. Nous, le Canada, on contribue peu, on obtient énormément de renseignements. Comme je peux vous le dire, là, 90% du renseignement qu'on reçoit vient probablement des États-Unis. OK. Quand nous, on a un analyste sur une situation, eux, ils en ont des centaines. OK? Fait que les menaces de nous sortir du Five Eyes, c'est très épeurant. Là, ce qui est encore plus inquiétant aussi, puis peut-être moins médiatisé, c'est qu'il y a un Three Eyes qui s'est créé. Oh. Dans le fond, sortir le Canada du Five Eyes, c'est comme un acte hostile que les partenaires vont éviter de faire. Mais Là, il y a comme un réseau parallèle. exactement. Mais de se créer un petit groupe à côté, dire on a un Three Eyes qui est Australie, Angleterre et États-Unis, fait en sorte que
On dit au Canada, non, vous faites toujours partie de la gang. Mais on a été exclus de facto du Mais la groupe vraie Select. information OK. est dans le groupe Select. Tu sais. Puis ça, c'est arrivé il y a à peu près 2, 3 ans. Ça n'a pas fait les manchettes beaucoup, mais Non? c'est assez catastrophique dans le sens que, ouais, les Canadiens peuvent dire on fait partie des Five Eyes, mais ouais, mais c'est plus le groupe Select. Puis il y avait des raisons pour lesquelles ça a eu lieu, mais ça a un peu démontré le manque de sérieux du Canada, tu sais. Puis je ne veux pas faire du bashing sur les années Trudeau, mais les années Trudeau ont été assez catastrophiques au niveau défense et renseignement qui ont permis de mener à des situations comme ça. Mm. Fait que, il faut, tu sais, puis je suis pas militariste du tout, là, vraiment pas, mais il faut, au point de vue défense, que le Canada revienne à la table et dise on est crédible dans nos, notre recrutement, nos troupes, notre équipement, nos capacités, notre renseignement. Parce on a des choses à contribuer pour vrai dans le renseignement. Comme on a des accès que les Américains n'ont pas au niveau des attachés de défense, au niveau du renseignement humain, qu'eux adorent. Fait qu'ils veulent pas qu'on disparaisse, mais ils veulent pas non plus dire je te donne 10 informations, j'en sois une de temps en temps. Ouais, puis ce qui arrive, c'est que c'est bête, là, mais la confiance, ça se perd vite, mais ça se regagne Oui. plus lentement. Hein? C'est Ouais. ça. OK. Donc, il y a un certain dommage qui aurait été Mhm. fait, puis là, il faut rebâtir, c'est ça. Ben, il faut rebâtir. Il faut rebâtir. Tu sais, notre contribution humaine, comme dans le sens, les gens qui vont aux États-Unis, comme moi j'ai fait, puis les Américains qui viennent, est très reconnue. On est des gens compétents et tout. Mais c'est au niveau politique, c'est quand les budgets sont coupés au minimum. Là, c'est plus le cas, là, mais quand les budgets sont coupés au minimum, quand les intentions sont pas claires, là, les alliés disent ouais, on vous apprécie, les Canadiens, mais tu sais, en termes réels, qu'est-ce que vous amenez à la table? Mhm. Pas grand-chose. Là, il faut qu'on puisse montrer nos capacités et dire voici qu'est-ce qu'on peut apporter à la table. Parce que sinon, justement, on parlait de tu sais, l'invitation au restaurant. À un moment donné, l'invitation au restaurant, elle vient plus. Tu sais. Oui, c'est ça. Donc, la balle est dans notre camp, Oui, essentiellement. complètement. Ouais. Au niveau des investissements, là, on l'a dit, là, on hausse les budgets. Les investissements qui sont annoncés en matière de défense, d'abord, arrivent-ils trop tard? Et ensuite, qu'est-ce que ça va changer? Vers quelle industrie on devrait se tourner? Est-ce que c'est les drones? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit développer avec cet argent-là là, Ben, qui ce qui arrive? est arrivé, c'est que on a eu des années de vache maigre pendant très longtemps. Fait qu'on est habitué à faire quand même assez bien avec un petit budget. Là, un des problèmes, c'est que là, l'argent nous est tombé dessus d'un coup. OK? Mm. Là, on parle de plusieurs milliards. Fait que dans l'acquisition des équipements, il y a une liste de priorités. OK, priorité 1, ça va être tel projet qui va acquérir ça, 2, 3, 4. Puis on met une ligne où ce qu'on dit, on ne peut pas financer ces projets-là. Fait que mettons qu'on en finance 30, de 30 à 100, vous allez venir plus tard, il n'y a pas de problème. On vous verra plus tard. Là, tout d'un coup, on débloque des budgets. Fait que là, on descend la ligne. Mm. Mais là, OK, c'est bien, on a plus de projets, mais là, la situation géopolitique change. Tu sais, on parle de nouvel ordre mondial, que j'aime pas le terme, mais il y a un changement. Il faut qu'on commence à réévaluer est-ce que la liste est encore bonne. Le risque d'avoir un influx d'argent comme ça rapide, c'est de dire, c'est comme si je te disais, je te donne 100 000 puis tu as 15 minutes pour aller acheter quelque chose Ouais, dans le magasin de on bord. va y aller. Ouf. On va le dépenser. Ouais. Mais là, on va revenir à la maison, on va dire waouh, j'ai vraiment aimé les paires de souliers rouges. Ouais. J'ai oublié d'acheter telle affaire. Fait que j'ai parlé avec des gens dans l'armée, ils m'ont dit on a un plan pour le dépenser. Là, moi, j'adore ça, la planification. Mais on dit il n'y a aucun plan qui survit à la ligne de départ. Il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas, tu sais. Puis, on a un plan pour le dépenser, mais tu sais, peut-être qu'on n'aura pas accès à telle ressource, on manque de personnel. Oh, là, il y a des choses qui vont tomber. Puis là, en bout de ligne, comme tous les ministères font à la fin de l'année financière, le 31 mars, là, il nous reste des milliards, il faut qu'on dépense. Puis là, il faut qu'on justifie aux Canadiens pourquoi on a acheté 3 fois trop de ci, pas assez de ça. Fait que ça, c'est un peu inquiétant. Mm. Est-ce qu'on a on a la volonté, mais est-ce qu'on a les capacités en ressources humaines en place pour tout faire la réévaluation? Je Oui, suis un parce peu que des fois, sceptique. c'est pas juste de lancer de l'argent, hein, c'est ça, c'est qu'il y a les ressources humaines, dans le fond, sont manquantes. Puis là, C'est ça. ça. Parce que Mm. les gens ont des bonnes volontés. Je ne critique pas les gens à l'intérieur de la défense et du gouvernement. Mais là, quand tu te retrouves avec un influx d'argent, ça prend des gens qui gèrent le budget, ça prend des gens qui gèrent les priorités, ça prend des gens qui vont au board pour les projets. Là, il faut que tu rajoutes des boards. Puis là, ces gens-là, à un moment donné, ils vont dire ben, je ne peux pas prendre la décision. Est-ce qu'on achète une capacité anti ou pro ça? Ou, tu sais, je dois comprendre la menace.
Puis là, On la comprend. Ben, parce ben, qu'il on- y a tellement elle est d'incertitudes. très C'est diffuse, la ça. menace. Elle est très Oui, volatile en ce moment. On ne sait plus c'est quoi la menace, hein. tout à fait. Bon, on y revient à la question importante dans le fond, du recrutement. Oui. Euh, Pouvez-vous brièvement nous expliquer pourquoi c'est difficile de recruter? Puis après, on pourra aborder l'idée là, qui a été Ouais. lancée de former 400 000 réservistes là, parmi les Ouais. fonctionnaires. Donc, Ben, peut-être que pendant un certain temps, l'idée de joindre les forces n'était pas nécessairement alléchante pour les jeunes. Cependant, les derniers chiffres montrent que les jeunes se présentent au centre de recrutement. J'utilise les jeunes parce que c'est la majorité de ceux qu'on recrute. On va recruter des gens de 30, 40 ans, puis je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident à faire rentrer dans les forces à cet âge-là, mais c'est les jeunes. Là, le problème qu'on voit, puis c'est documenté par la vérificatrice générale, c'est que pour une personne, pour 13 personnes qui rentrent, il y en a un finalement, un win qui passe. donc c'est la rétention qui est pas Ben, là. c'est-à-dire, ben, non, qui passe le Ah, processus. OK, OK. C'est normal qu'on n'ait pas, on recrute pas tous les gens parce qu'il y en a qui n'ont pas les capacités physiques, médicales, tests de sécurité. Mais 1 sur 13, ça veut dire qu'il y en a 12 sur 13 qui n'entrent pas dans les forces. Là, si on me disait que les 12 autres, ils n'ont pas passé les tests, pas de problème. Mais le problème, c'est que les gens se découragent. Ça devrait prendre entre 3 à 6 mois pour être recruté. Ça en prend 8 à 12 facilement, sinon pas 2 ans. OK? Hmm. Puis là, c'est des gens qui ont peut-être fait des applications ailleurs aussi, là. Ça peut être un jeune qui dit je pense entrer dans l'armée ou aller à l'université là ou travailler dans tel domaine. Puis, ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils sont littéralement ghostés par le système. C'est-à-dire qu'ils rentrent en ligne, ils envoient des documents, puis là, ils attendent. Ils attendent. Là, 2, 3 semaines après, pas eu de réponse, même pas eu d'accusé de réception. Là, après ça, le système n'est pas agile, dire OK, tu as passé ton test physique, on te passe en entrevue, on veut tes choses. Non, le système, c'est toujours comme réactif. Des fois, il faut que tu relances le système en disant est-ce que vous avez bien reçu mes notes secondaires? Hmm. Fait que c'est vraiment archaïque, c'est frustrant. C'est, c'est un parcours du combattant où ce que juste les plus motivés arrivent au bout. Tu sais, C'est curieux parce que là, on est en manque de bras, puis là, on met pas les ressources pour que le recrutement aille rondement, c'est ce ouais, que je c'est comprends. des changements cosmétiques. Tu sais, OK. il n'y a pas une refonte en profondeur. Tu sais, j'ai écrit un article avec un collègue où ce qu'on a dit, donnez ça au privé. Pas tout donner ça au privé, OK? Gardez quand même l'analyse des candidats, les entrevues, les personnes dans l'armée qui disent voici qu'est-ce que c'est aux jeunes, tout ça. Mais tout le processus administratif de dire gérer le site web, recevoir les courriels, répondre automatiquement, dire voici le formulaire et tout. Tu sais. La bureaucratie des forces canadiennes, elle est notoirement difficile, OK? Même pour quelqu'un de l'intérieur. Comme toutes les bureaucraties, Oui, j'ai mais envie de dire. tu sais, comme à l'époque, je vais te donner un exemple, OK? Quand j'allais d'une base à une autre pour un entraînement, à l'époque, il n'y avait rien de digital. J'avais mes papiers avec tout mon équipement, OK? Mettons, ma vareuse, mon attirail de combat, mes chargeurs et tout. Si j'oubliais d'amener mes papiers ailleurs, sur une autre base, on me redonnait un kit complet, tu sais, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là, je finissais l'été là, j'ai fait mon entraînement, je revenais à une autre mon unité, j'avais oublié mes papiers, ils me redonnaient un autre kit, tu sais. Ça a pris des années avant qu'on dise ah, Éric Sauvé dans le système, voici qu'est-ce que tu as. Ah, il te manque telle affaire, je vais te donner. Tu sais, on est toujours à la remorque. On n'est pas agile, on ne cherche pas les meilleures technologies. Fait que là, il y a des jeunes qui disent j'ai envoyé un courriel à, mettons, une adresse générique. Il y a un sergent qui m'a répondu. Après ça, il y a un autre lieutenant qui m'a écrit. Il y en a un qui m'a écrit en anglais. Il y en a un qui m'a écrit, il m'a envoyé, il m'a donné un formulaire que je ne connaissais pas, que je ne savais pas comment remplir avec aucune instruction. Il y en a un qui me dit de remplir telle chose. Je lui ai dit que je l'avais déjà rempli. Il m'a dit, bon, on l'a perdu. OK, Tu donc sais, c'est compliqué. écoute, mes amis qui ont des enfants, les gens de mon âge ont des enfants qui rentrent dans les forces, ils m'ont dit, j'ai été obligé de prendre le contrôle du recrutement de mon garçon ou de ma fille parce qu'il était complètement perdu. Tu sais, puis pas pour l'aider comme avec des contacts, juste pour dire, voici qu'est-ce qu'ils demandent, voici qu'est-ce que c'est, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, fait que tout ça, ça fait en sorte que on, on perd des opportunités. Moi, j'en connais des jeunes, je peux les nommer par nom, qui sont forts académiquement dans les sports, ils ont des capacités de leadership,
qui m'ont dit j'ai essayé, puis j'ai abandonné. Tu sais. Puis on ne veut pas perdre ces gens-là. Puis parce que le chiffre frappe quand même l'imaginaire, là, juste 1 sur 13 qui se rendrait au bout. Est-ce qu'on a des données sur là où le bas blesse? Parce qu'on évoquait la Non. santé. Je sais qu'aux États-Unis, il y avait une question d'obésité ou tu sais, Oui. de jeunes peut-être moins en forme qu'il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est surtout du côté de la santé? Le rapport de la gouverneure générale disait les forces ne peuvent même pas dire pourquoi ils en ont perdu 12 sur 13. Ah, Au moins, si elle fait l'effort de dire, tu sais, on a 12 sur 13 qu'on a perdu. OK. Il y en a 5 sur les 12 qui n'étaient pas fit physiquement. Il y en a un qui avait du diabète, il y en a un qui avait ci. Là, il en reste 4-5. Là, on pourrait peut-être les interviewer, ces jeunes-là, pour dire pourquoi t'as abandonné. Non, ils ne on ne savent sait même pas. pas. OK. Fait qu'ils ne savent même pas où est le problème. Le problème, moi, ce que je raconte, c'est anecdotique. Moi, c'est ce que j'entends. Mais j'ai assez d'anecdotes pour faire pratiquement une étude empirique puis dire Que le processus lui-même le semble être un processus est le problème. problème. Le OK. ghosting est le problème. Ouais. C'est normal qu'il y ait du monde qui rentre pas dans les forces. On ne veut pas rentrer tout le monde. Mais est-ce que ça devrait être 1 sur 13 ou 1 sur 8 peut-être ou 1 sur 7? Tu sais? Puis j'ai jamais demandé de baisser les standards non plus. Hein, parce que les gens disent, ah, c'est ça, on va leur demander des standards plus bas. Cependant, c'est vrai, comme tu as mentionné aux États-Unis, il y a des jeunes qui arrivent au centre de recrutement et n'ont jamais fait un push-up de leur vie. OK? C'est quand même assez Ça va être hallucinant. difficile, là, ouais. Ça va être difficile, mais tu peux les amener à un certain niveau aussi. Tu sais, tu peux les rentrer dans un programme où ce que tu dis, tu vas aller sur un bootcamp, puis on va t'amener à un certain niveau parce que je vois des capacités dans toi. Si le jeune n'a aucune capacité, on ne va pas investir dedans. Mais si le jeune, mettons, capacité cybernétique, OK? Il y en a avec un clavier qui peuvent détruire l'ennemi aussi bien qu'un bazooka. Oui, tout à fait. Puis il n'y a pas besoin d'être en forme physiquement. Non, mais on ne veut pas baisser les standards. Pas encore, OK? Mais on veut quand même qu'ils soient capables de se défendre et tout. Mais on va-tu le rejeter et dire non, on ne veut pas de toi quand tu peux être plus efficace qu'une brigade complète, tu sais? Fait qu'il faut réévaluer tout ça. Parce qu'en ce moment, il y a l'universalité du service. C'est que tout le monde qui rentre doit être capable d'être déployable, se défendre et tout. Moi, je commence à questionner ça. Peut-être faire des sous-groupes, finalement. Des sous-groupes, Ouais. exactement. On n'a pas besoin qu'ils soient déployés. Il peut travailler dans un sous-sol. Ben, ou même avec les drones, j'imagine, ça change un peu la donne aussi. Là. Ouais, Opérateur c'est de ça. drone, exactement. Un jeune qui a passé son enfance avec un joystick puis une canette de coke. Il va être meilleur que bien d'autres. Exactement. Ouais. Puis si on prend l'attaque au Venezuela qui a eu lieu, tu sais, quand ils ont capturé Maduro, tu sais, oui, il y avait les forces spéciales qui sont rentrées puis qui ont capturé la personne. Puis les forces spéciales, c'est des gars avec des grosses épaules puis des gros bras puis qui peuvent courir puis tirer. On en a besoin. Mais qu'est-ce qui a amené les forces spéciales sur le terrain? C'est des opérateurs de drones. C'est des gens qui ont fait des attaques cybernétiques pour couper l'électricité, les communications, tu sais, qui ont tout coupé ça, que eux ils n'ont jamais été proches du combat, mais ils ont un rôle essentiel à jouer. Puis si tu leur demandais un jour de se défendre, ils diraient, écoute, je ne suis pas le meilleur, tu sais. Puis moi-même, qui est un gars plus avancé, je dirais, je ne veux pas t'avoir près de moi parce que tu es un danger pour moi plus que pour tout le monde. Mais en ce moment, on dit non, il faut que tout le monde puisse se défendre. Puis c'est à revoir peut-être dans le contexte d'aujourd'hui. Au niveau des 400 000 réservistes ou de cette idée là, de prendre des fonctionnaires. Puis c'est une idée qui avait émergé aussi pendant la pandémie. Je pense que c'était d'avoir, mettons, une réserve stratégique Ouais. de travailleurs, puis qu'on prenne les fonctionnaires pour qu'ils puissent être déployés pour faire d'autres choses, que Ouais. ce soit de la défense ou de l'aide en cas de sinistre ou autre. Est-ce que vous voyez là une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Avant que je me prononce là-dessus, il faut comprendre comment on voit les 400 000 réservistes. OK? En ce moment, il y a la régulière qui est environ 60 000 personnes. Il y a la première réserve qui est 30 000 personnes. Ça, c'est la réserve que le monde connaît. C'est les manèges militaires, les gens qui font les fins de semaine et tout. Puis il y a la réserve supplémentaire, dont j'ai fait partie pendant un certain temps, qui est 4 500 personnes. Puis on veut passer celle-là de 4 500 à 300 000. L'objectif est quand même assez grand. OK? Fait que la première réserve, c'est ceux qui font l'armée de fin de semaine un peu. Ceux qui vont les mardis dans le manège militaire, les fins de semaine. Fait qu'eux sont entraînés pour être une force de mobilisation pour aider la régulière. Puis ça, on en a besoin beaucoup. La réserve supplémentaire, c'est des gens comme moi qui ont quitté les forces, puis pendant 5 ans, on peut être réactivé. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai quitté, puis je pourrais être réactivé, puis je pense que j'ai encore la forme physique puis la capacité d'aider. Mais après 5 ans, on me juge que je reviendrai à soldat ou second lieutenant, ce qui est un peu particulier. Mais on veut faire passer la réserve première réserve de 30 000 à 100 000, ce qui est un objectif
ambitieux, mais qui est quand même bien dans le sens que ces gens-là sont formés à un bon niveau. Là, on a dit la réserve supplémentaire qui est seulement 4 500, on va la monter à 300 000. Là, premièrement, tu ne trouveras pas 300 000 anciens militaires du jour au lendemain. Il faut quand même leur laisser le temps de sortir. Puis deuxièmement, c'est que, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, si je te donne un petit cours de maniement des armes, tu sais, le soldat de base, là, en anglais, c'est shoot, move, communicate. OK? Tirer, bouger, communiquer par radio. Ça, c'est l'entraînement de base, le plus de base possible. C'est un peu comme un cours de premiers soins, prendre en charge une situation d'urgence, patcher un bras, faire du RCR. Si on veut juste donner ça à des civils, il faut s'attendre à ce que leurs aptitudes ils baissent extrêmement rapidement. Tu sais. Parce qu'ils ne vont pas les activer, ils ne vont pas les pratiquer. Ils ne vont pas les pratiquer du tout. Et comme moi, tu sais, je parle espagnol, j'ai eu un cours de portugais il y a quelques années, une session. Qu'est-ce qui me reste du portugais? Obrigado, à peu près, qui veut dire merci. C'est à peu près tout ce qui me reste aujourd'hui. Tu sais. Fait que si on ne réactive pas ces aptitudes-là, ça ne donne rien. Fait que mon problème avec les 300 000 réservistes de plus, c'est qu'on se donne un faux sentiment de sécurité. On dit, on a 300 000 personnes armées. Ouais, la personne armée n'a jamais touché à une arme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle n'est pas du tout à l'aise avec son arme. Ça peut être dangereux à la limite. Ouais, ouais. Elle ne sait pas comment faire une attaque de section à 10 personnes. Je veux dire, moi, je ne l'avais pas avec moi. Là. Non, mais c'est vrai. Parce que il y a la loi de Murphy dans les forces canadiennes, dans les militaires. La loi de Murphy, c'est quand ça peut aller mal, ça va aller mal. OK? Puis une des lois de Murphy, en anglais, c'est friendly fire is not. Le tir ami n'est pas amical. Tu peux te faire tirer dans le dos par quelqu'un qui est mal entraîné. Oui, bien, on le voit quand on va au laser tag. Exactement. C'est ça. Un jeune qui sort, puis c'est ça. Fait que justement, si tu as une personne qui n'est pas entraînée, tu as un faux sentiment de sécurité, parce qu'on dit aux gens, j'ai 300 000 personnes entraînées. Ouais, mais moi, je ne les amène pas sur le champ de tir avec moi, là. Certainement pas. Là. Fait que, puis l'autre chose, c'est que quand ils l'ont sorti, ils n'ont pas dit que c'était pour se protéger des Américains. Là, on commence à comprendre que peut-être c'est pour ça. Okay? Parce que ça, c'est le modèle finlandais ou le modèle de l'Europe de l'Est qui dit tous les citoyens doivent avoir un minimum de maniement d'armes, comprendre le minimum sur la défense, être capable, si on les active, de parler notre langage. Okay? La Finlande, avec raison, ont ce modèle-là. Parce que les Finlandes ont été envahis par la Russie il y a longtemps. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ils ont perdu du territoire, puis ils savent que ça peut se reproduire. Nous, si c'est pour se défendre contre la Russie puis la Chine, 300 000 réservistes-là dans l'Arctique sont complètement inutiles. Complètement inutiles. Vous avez vu comment c'est frais dehors? Oui, c'est ça. C'est des conditions extrêmes. Là. J'ai fait de l'entraînement d'hiver, moi, à moins 30, même pas à moins 60 puis moins 70. C'est de la survie. Okay? C'est de la survie. C'est pas de la guerre hivernale. Fait qu'ils sont inutiles. Si c'est pour se défendre contre les Américains, là, on commence à avoir une certaine justification. Mais encore là, est-ce que des gens qui ont un petit peu de maniement d'âme, être capables de répondre à la radio, est-ce qu'ils vont avoir une réponse efficace contre une armée d'1 million de personnes avec des capacités entraînées, c'est ça. Exactement. C'est un coup d'épée dans l'eau. Là. Fait que, est-ce qu'on doit... Par contre, est-ce qu'on doit comme augmenter la résilience des Canadiens de dire ça se peut qu'on fasse affaire à une situation difficile? Il faut que vous soyez prêts à défendre votre territoire d'un certain sens. Oui, on doit le faire parce que la victoire dans une guerre, c'est souvent la victoire psychologique. C'est quand tu as enlevé le désir de combattre de l'autre. Si les Canadiens disent il n'y a rien à faire, on va s'écrouler, ça ne donne rien de mettre une défense en place. Okay? Comme en ce moment, Taïwan, il y a beaucoup de gens à Taïwan qui ont perdu espoir de gagner une guerre contre la Chine. Okay? La Chine les menace depuis 1949. Si les gens disent ça ne donne rien, est-ce qu'on va envoyer des troupes pour les aider? Est-ce que, si les Canadiens disent les Américains vont nous envahir, on baisse les bras, elbows up, on baisse les bras, est-ce que les Européens vont venir mourir pour nous? Certainement pas. Fait qu'il faut avoir une certaine mindset de dire on tient à garder notre territoire, on tient à se défendre, il faut avoir une certaine résilience humaine, résilience de nos réseaux, résilience de nos capacités, avoir une base industrielle, ou ce qu'on peut dire, s'il arrivait une aide inappropriée des Américains, on pourrait dire non, la repousser puis dire non, on tient à rester Canadien. Mais il faut qu'on démontre ça aux alliés parce qu'ils ne vont pas venir
Dans le fond, verser du sang pour nous, c'est là. ça, il faut comme sortir un peu de la zone de confort dont on parlait tout à l'heure, là. Oui. Se réveiller un Ben, peu. Puis dans le comprendre la contexte. menace. Comprendre Oui, la menace. c'est ça. Puis dans le contexte actuel, on le voit. Là, on parlait beaucoup de la Finlande, mais on le voit dans d'autres pays européens qui semblent. Tu sais, le mot en C, là, conscription, semble être Oui. dans l'air un peu plus dans différents pays. Est-ce que vous entrevoyez que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver au Canada? La conscription, je ne pense pas que c'est une bonne idée. OK? Puis je vais te donner un exemple très simple que j'ai lu. C'était sur le leadership des forces militaires. Il y a un certain leadership dans le militaire, OK? Ce qui est quand même assez directif, autoritaire et tout. Mais il y a un contrat que les soldats sont rentrés volontairement, puis ils vont répondre à ce leadership-là. Le leadership le plus difficile dans les dernières années, ça a été les conscrits au Vietnam, les conscrits américains au Vietnam, qui n'étaient là pas par leur bon vouloir, qui n'avaient aucun intérêt à être là, puis il fallait quand même les amener à aller combattre contre les Viet Cong. C'est extrêmement difficile. Fait que quand tu prends des gens qui n'ont aucun intérêt à combattre, puis tu leur dis, ouais, ton gouvernement t'a dit, rentre dans les forces, fais ci, fais ça, puis il y en a qui sont soit des objecteurs de conscience, ou qui n'ont aucun intérêt, ou qui ne connaissent pas du tout le maniement des armes, encore une fois, c'est encore un faux sentiment de sécurité. Par contre, est-ce qu'on peut encourager les jeunes avec des programmes disant viens l'essayer, 6 mois, 1 an? C'est pas de la conscription, là. Tu as 16, 17 ans. Entre la conscription et le service militaire obligatoire, il pourrait y avoir d'autres Il peut y avoir formes. une offre de Ouais. dire viens l'essayer, OK? Tu vas avoir un salaire, tu vas avoir une formation en leadership, tu vas avoir une formation, tu sais, on va te montrer à bien fonctionner dans une entreprise, à être ponctuel, à comprendre les plans, les ordres et tout. C'est pas des choses qui sont perdues, là. Fait que ce jeune-là fait ça pendant, mettons, 1 an. À la fin, il dit merci, j'ai apprécié, je vais aller mener ça ailleurs, pas de problème. Il y en a un autre qui dit moi, j'ai apprécié et j'ai envie d'en connaître plus, tu sais. Mais là, encore une fois, si les forces veulent faire ça, c'est un engagement où il faut que tu mettes tes meilleures ressources pour dire on veut entraîner ces jeunes-là. On ne va pas te les envoyer sur une base pendant 1 an, dire ouais, tu sais, le gouvernement t'a envoyé ici, puis on va te le relâcher dans 1 an. Il faut vraiment qu'on dise on met nos meilleures unités pour les former. Fait qu'ils comprennent la culture militaire, la mentalité militaire, ils comprennent le langage. Si un jour ils veulent revenir après quelques années, ils peuvent être réactivés rapidement. Fait que là, tu as un pool de ressources qui comprend ça. Parce que d'entrée de jeu, tu l'as mentionné, surtout au Québec, il n'y a pas une très bonne compréhension de qu'est-ce que c'est être dans les forces, avoir la vie militaire. Moi-même, j'avais personne dans mon entourage quand je suis rentré. Je ne savais pas. Puis la majorité de ceux qui rentrent, c'est qu'ils ont un parent, un ami, quelqu'un proche. Quand il y a un disconnect entre les gens dans l'armée puis la société, mais ça fait que le pool de ressources est toujours de plus en plus petit parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Puis aux États-Unis, ils ont beau avoir 1 million de personnes en uniforme, là, c'est des dynasties de militaires. C'est pas mal les mêmes États qui envoient les militaires. Il y a bien des États progressistes, Californie, New York, qui n'envoient presque personne dans les forces armées. Il y a un disconnect qui se crée pareil. Puis il ne faut pas tomber sur les Américains encore, mais l'armée est fortement républicaine aussi aux États-Unis parce que c'est les partisans républicains qui joignent à ça. Ouais. Là, ça fait une belle transition parce que je voulais qu'on aborde spécifiquement la question du Québec. Là. C'est une relation qui est compliquée. Là. Au Québec, la relation avec les militaires, on se dit beaucoup pacifiste. Est-ce que vous comprenez, vous expliquez la version culturelle, si on veut, là, pour l'institution militaire? Est-ce que ça fait partie de l'identité québécoise? Est-ce qu'on est aux prises avec ça? Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que ça pourrait changer? Oui. Est-ce que c'est fort historiquement? Oui, c'est fort historiquement aussi. T'sais. Le Québec a été colonisé quand même par les Anglais. Après ça, il y a eu une conscription qui a été imposée. Il y a une mentalité très, très pacifiste au Québec. Mais moi aussi, je suis pour la paix. Je ne suis pas militariste, mais je suis aussi allumé dans le sens que je comprends que des fois, il faut que tu prépares pour la guerre si tu veux la paix. T'sais. Être lucide, pragmatique. Exactement, je suis lucide et pragmatique. T'sais. Puis souvent, les gens me disent il y a des militaires qui aiment l'armée. Je dis qui aiment la guerre. La majorité des militaires n'aiment pas la guerre. Il y en a qui l'aiment. Okay? Il y a quand même une partie de la population militaire qui aime ça. Moi, je compare ça à un pompier, tout le temps. Le pompier ne veut pas qu'il y ait un feu. Mais s'il y a un feu, le pompier se sent apte et veut aller s'en occuper. T'sais. Mais le but, c'est d'éteindre le feu et de revenir rapidement dans sa caserne. Fait que la majorité des militaires que je connais, c'est ça leur but. C'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est de dire, on ne veut pas qu'il y ait un feu. Mais s'il y a un feu, je veux y aller. T'sais.
Quand les gens me disaient, est-ce que tu as aimé l'Afghanistan, mon expérience? J'ai adoré mon expérience en Afghanistan. Quand je suis revenu, c'était une expérience professionnelle incroyable. Quand je suis revenu, j'ai commencé à dire que j'ai adoré ça, puis les gens me prenaient pour un fou, parce qu'ils disaient, ouais, mais vous avez eu des pertes. J'ai dit, oui, tout à fait, mais professionnellement, là, j'étais formé pour ça. On me dit, t'es formé, il y a un feu, va t'en occuper. J'ai fait ce que je devais faire. Puis je préférais que ce soit moi que mon frère ou ma soeur ou mon fils ou ma fille, parce que moi, je suis entraîné pour ça. Fait que c'est comme ça qu'on doit voir le militaire. Moi, je m'intéresse aux questions de défense, tu sais, parce que justement, je pense qu'il faut être lucide puis dire j'aimerais ça être le Costa Rica qui n'a aucune armée. OK? Mais c'est pas le cas aujourd'hui. On peut pas être comme ça. Puis si on veut être crédible, ça nous prend quand même une force assez autonome, assez importante pour un territoire. C'est le deuxième plus grand pays au monde, des océans d'un bord à l'autre, un Arctique plein de ressources. Il faut qu'on dise, parce qu'il y a des gens qui sont impérialistes, mal intentionnés, il faut qu'on se prépare contre ça. Mais ne serait-ce que comme, je pense qu'on peut prendre l'exemple de la Suisse, tu sais, qui est neutre d'un point de Oui, vue international, qui est assez pacifiste, mais qui est très, très entraîné et prête à se défendre, si on veut. avec les montagnes autour aussi et tout, Exact. mais eux, ils ont Oui. une géographie incroyable. Oui. Ils ont des montagnes, mais ils sont aussi prêts à activer quelque chose. Oui. Par contre, la Suisse, moi, le reproche que je leur fais, c'est d'avoir complètement mis des œillères pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis les atrocités et tout. Fait encore une fois, on peut dénoncer des choses atroces, mais si on n'a aucune capacité d'intervenir, tu sais, je veux dire, on est complètement, on n'est pas complice, non, mais je veux dire, on va dire, ah, c'est atroce, qu'est-ce qui se passe, mais je peux rien faire, tu sais. Ouais. Il faut se donner des capacités d'intervenir aussi. Puis au Québec, dans le fond, est-ce que vous... Parce qu'on a quand même eu des succès militaires, si je ne me trompe pas, de nos Oui, bataillons québécois oui. qu'on met peu en scène, qu'on glorifie peu. Moi, je suis à Saint-Lambert. Je le vois que à chaque année, il y a des processions, puis c'est très, très prégnant dans la culture anglophone de la minorité là, de Saint-Lambert qui est anglophone. Moi, ça m'a fait un choc culturel, je dois dire, quand je suis arrivée, parce que c'est pas très, très présent dans la culture québécoise de valoriser ça, d'en parler. Est-ce qu'il y a un angle mort, médiatique, politique, social, Mais autour de... tout ça est en train de changer un peu, puis tout ça, honnêtement, change depuis la menace de Trump de devenir le 51e État. Tu sais, il y a comme un genre de nationalisme au Québec, un nationalisme canadien qui est monté, qui est un peu particulier. Moi, tu sais, je suis rentré à 16 ans, puis je fais avec la situation dans laquelle on est. Je m'attends pas, ou je m'attendais pas en uniforme à aller au McDo puis me faire dire merci pour votre service. Tu sais. Comme c'est le cas aux États-Unis Comme ou c'est le cas aux ailleurs. États-Unis, Ouais. parce que même aux États-Unis, j'y allais en uniforme des fois en revenant du travail. J'arrêtais dans un restaurant. Puis même si j'avais un uniforme canadien, Ils vous donnaient le il y, a, rabais. il y a des Puis... gens, ouais, il y a des gens qui me disaient merci pour votre service. Puis ouais. en Angleterre, ils me donnaient le rabais et tout. Puis je suis allé à Orlando, COC World ou quelque chose. Puis on demande, à l'époque, c'était pendant la guerre de l'Afghanistan, on demande aux militaires américains de se lever et aux alliés. Ça m'a quand même fait un petit velours de me lever puis d'être applaudi par les gens, tu sais. Jamais que j'ai connu ça au Québec. Est-ce que je trouve ça désolant? Oui. Est-ce que ça me dérange tant que ça? Tu sais, on fait avec. Tu sais, je suis fier de ce que je fais, mais avant de me déployer en Afghanistan, tu sais, je suis parti 9 mois, on avait un congé pré-déploiement de 3 semaines. Moi et mon épouse, on est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on a fait des bed and breakfast, puis il y a des gens qui m'ont challengé, tu sais, qu'est-ce que vous allez faire là? Puis je leur ai expliqué très clairement que l'article 5 de l'OTAN disait que les Américains ont été attaqués, puis qu'en tant que pays allié, il fallait qu'on y aille, que j'avais, selon moi, il y avait une légitimité à 100% d'aller en Afghanistan. Si, par contre, le Canada avait décidé d'aller en Irak pour les prétendues armes de destruction massive, j'aurais eu un gros problème de conscience en tant qu'officier d'aller là, puis de supporter ce que je voyais comme une aventure impérialiste. Tu sais. Mais quand tu as un pays qui respecte les règles, les droits, puis dit on va aider nos alliés américains qui ont été attaqués, tu es officier, on te demande d'y aller, 100% que je vais y aller. Tu sais. Mais c'est que les gens ne comprennent pas toujours ces choses-là, dire vous allez comme vous battre en Afghanistan. Oui, mais on va premièrement chercher Ben Laden, deuxièmement, essayer de repousser les talibans, qui est un régime atroce, essayer d'implanter un nouveau gouvernement plus légitime avec une économie et tout. J'ai dit, c'est une cause qui est complètement noble.
puis que je vais défendre sans aucun problème, tu sais. Mais ça, il faut l'expliquer aux gens parce que les gens, ils ne voient pas tout le temps les enjeux de Est-ce défense. est-ce que vous pensez que la question du nationalisme québécois joue dans cette équation-là? C'est-à-dire que les gens, peut-être, il y a moins d'appartenance naturelle, puis que ça 100 explique en partie? Oui. 100 C'est dur à quantifier, mais c'est certain que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je suis né sur la Côte-Nord, OK? Puis j'avais jamais rencontré un anglophone, puis c'était très, très nationaliste québécois et tout. Fait que quand tu baignes là-dedans, tu sais, tu vois le reste du Canada comme un problème ou comme un ennemi et tout. Donc, d'aller s'engager et tout, Ouais. c'est pas Non, il le y a des même. gens pour qui ça ne les intéresse pas. Tu sais, je veux pas qu'on embarque dans l'armée du Ouais. Québec parce que c'est tout le temps un débat. Tu sais, mais si n'importe quel État se sépare, forcément, ça crée une armée aussi. Tu sais, que ce soit le Québec ou l'Alberta, On voudrait pas se remettre dans une même situation d'être d'être dépendant. vulnérable, Oui, c'est ça. ouais, dépendant du Canada ou complètement vulnérable à dire on n'a aucune capacité de défendre notre territoire. Non, tout à fait. Je vois qu'on a vraiment été au bout de l'entrevue. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, quelque chose pour le public là, à retenir? Je veux te remercier de m'avoir invité parce que quand on s'est parlé, comme tu as mentionné, c'est que tu vois que dans l'espace médiatique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à parler des capacités, des menaces, de la défense, la sécurité. Tu sais, on me critique beaucoup d'être bon vulgarisateur. Fait que j'essaie de faire ça. Fait que j'apprécie cette opportunité-là de venir parler aux gens puis de dire voici c'est quoi les menaces, voici les capacités qu'on a, voici qu'est-ce qu'on essaie de faire, voici les engagements qu'on a par rapport à nos alliés. Puis tout ça, ben, c'est un peu un prix à payer de la globalisation, de dire on vit dans un monde interconnecté. On ne peut pas s'isoler et dire nous, tu sais, on est le Costa Rica du Nord, on est pacifique, on n'a pas d'armée. Tu sais. On ne peut pas s'isoler parce que ça a un impact économique, ça a un impact politique, ça a un impact sur notre niveau de vie. Fait que je pense que c'est important que, tu sais, que des gens comme toi invitent le monde puis qu'on peut s'en parler ouvertement comme ça. Puis, pareillement, c'est important que des gens prennent la parole. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre temps. Puis, ça a été vraiment fort intéressant. J'espère que tout le monde va apprécier autant que moi. Merci bien. Merci. Ah oui.